Alors la réserve naturelle du lac Lamartine, c'est un complexe d'anciennes gravières qui ont été exploitées à partir des années 70 jusqu'à 90 à peu près. Et c'était essentiellement pour l'industrie du granulat, pour le développement des habitations sur l'agglo toulousaine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des stigmates comme ça, des grands trous à ciel ouvert et des mosaïques d'habitat différents sur un territoire comme celui-là. Et en fait pendant l'exploitation, dans les années 90 déjà, il y a une zone où il y a une faune particulière qui s'est implantée, notamment les familles de hérons. Et du coup, à la fin de l'exploitation, aux alentours des années 95, l'entreprise qui s'occupait de l'extraction des granulats a proposé à la commune de racheter le site aux francs symboliques, ce qui a été fait. Et en 98, avec l'appui du conseil départemental à l'époque, la commune a ouvert le site au public dans un premier temps, avec beaucoup d'aménagements, du mobilier urbain, pour la sécurisation des berges aussi. Et toujours cette partie nord de la réserve, on va dire, avec des espèces remarquables qui venaient nidifier et de manière assez régulière. Donc la réserve aussi, c'est aujourd'hui au global 48 hectares, donc on dit généralement 50 hectares, dont une partie, à peu près la moitié, 23 hectares, est ouverte au public. Donc là, c'est des activités de promenade, de footing, des balades naturalistes aussi, avec des sentiers d'interprétation. Un peu plus, approximativement 25 hectares, classés en réserve intégrale, interdite d'accès au public, et où là, pour le coup, on laisse une zone de vraie quiétude à la faune locale. Essentiellement les oiseaux, on en parle systématiquement, on reviendra là-dessus après. Il y a un observatoire d'où, en récupérant les clés au niveau des services techniques, les naturalistes, les écoles viennent ponctuellement en observation voir ce qu'il y a comme espèces tout au long de l'année. La réserve naturelle, au départ, c'est une réserve naturelle volontaire. De sa création en 1998, mais à partir de 2001, les lois de proximité ont fait que le statut de réserve naturelle volontaire a évolué. Et il y a eu un transfert de compétences qui s'est fait au niveau des régions. Et les réserves naturelles volontaires devenaient de fait des réserves naturelles régionales. Et la compétence était absorbée à la région. On a fait partie des premières fournées au niveau du conseil régional. Sur la mairie, on a produit un mémoire pour être absorbé, façon de parler, par la région sur cette zone-là. On est passé devant le comité scientifique protection nature, CSRPN, avec un avis favorable du commissaire enquêteur, donc c'était dans les clous. Le jour du passage devant la commission, ils ont jugé que c'était un site trop artificialisé de par son histoire, que c'était des anciennes gravières, que c'était pas, on était comparé un peu au massif du Pibest, ce genre de choses-là, avec d'autres enjeux. Et du coup, tout le monde, les 4 autres réserves naturelles sont passées à la région et nous, on n'y est pas passé. Donc du coup, depuis, on est une réserve naturelle, on a gardé cette dénomination-là, mais qu'on peut qualifier de réserve naturelle communale, de par le périmètre de protection, les arrêtés municipaux qui sont mis en place dessus, et toujours cette zone sanctuarisée derrière nous. Alors comme on a évoqué tout à l'heure, la première chose, ça a été l'isolement d'un peu plus de la moitié de la réserve, à savoir approximativement 28 hectares. Un isolement physique, donc une compartimentation de la réserve avec une interdiction d'accès au public, hormis les missions d'entretien effectuées en régie par les services techniques chez nous, une fois par an, et pendant des périodes propices où il n'y a pas de nidification, où il n'y a pas de période de reproduction, etc. Il y a déjà l'isolement physique
Et après, on a développé un petit peu les habitats sur cette zone où, avec l'appui à l'époque de Nature Midi-Pyrénées, qui était partenaire de l'opération, qui est devenue Nature en Occitanie depuis ce temps, les naturalistes ornithologues nous ont conseillé, dans le cadre du plan de gestion, de mettre en place tout un tas de dispositifs et d'aménagements. Donc on a un petit peu retaluté les berges, on a mis en place, on le voit ici dans la partie réserve intégrale, un radeau à sterne pour l'accueil de sternes Pierre-Garin, qui est une espèce protégée et qui a eu un succès dès la première année. On a implanté des roselières pour diversifier aussi les habitats et on a eu des crabiers chevelus, on a eu tout un tas d'espèces comme le héron pourpré en nidification. Ça fait partie des choses qui ont permis de consolider cette zone à vocation de préservation et protection claire des individus. Alors sur le site, au fil des années, c'est fluctuant en termes de faune, flore, etc. Évidemment, l'espèce remarquable chez nous, c'est la famille des hérons, mais globalement sur l'avifaune, donc sur les oiseaux, on est à 81 espèces globalement recensées, avec toute la famille des hérons, les hérons biéraux jusqu'au blond géosnin, la famille des anatidés, les canards, milouins, milouinants, les sarcelles d'hiver, les sarcelles d'été. Après, au niveau flore, on a 6 espèces d'orchidées, dont 3 orchidées sauvages, toutes orchidées sauvages d'ailleurs, mais dont 3 inscrites au livre rouge de protection. On a une herpetofaune conséquente, on a du renard roux ponctuellement, on a des sangliers, voilà. Le fort épanouissement de ces espèces dans la réserve permet parfois des choses remarquables. En 2023, au lac Lamartine, le croisement exceptionnel entre un héron cendré et un héron pourpré, une hybridation d'une rareté des plus fascinantes a vu le jour. Nous sommes alors partis à la rencontre de Monsieur Gauthier, lui qui a pu observer et photographier ces jeunes issus de cette hybridation. C'est à l'occasion d'une des sorties mensuelles que j'encadre pour l'association. On vient donc à l'observatoire qui est ici pour observer, compter tous les oiseaux qu'on trouve, enfin qu'on voit. Et donc c'était en avril, on a vu un héron pourpré. On est toujours en train de courir après les hérons pourprés parce qu'ils sont vraiment pas nombreux. Et qui était debout dans un nid avec un héron cendré. Alors avec Jean-Marc, on s'est regardé, on s'est dit peut-être, soyons prudents, on ne sait jamais, on ne va pas prendre des vessies pour des lanternes. On revient dans la semaine ou dans une dizaine de jours, le week-end prochain, et on voit ce qu'il en est. Voilà. Et le week-end suivant, quand on est revenu, on a vu qu'il y avait le même couple qui était là, dont un qui était en train de couver et l'autre qui était au-dessus. On a pu les photographier, on a pu amasser comme ça une belle documentation photographique, quoi. Des hybrides de hérons cendrés, de hérons pourprés, on en a écho d'une quinzaine dans le monde, dans la littérature, dont certains, dont je ne suis pas sûr, mais bon, c'est toujours pareil. En termes de couple reproduit, je crois qu'il y a un autre cas qui a été signalé, mais je pense qu'on est le seul cas
qui ait donné lieu à autant de documentation photographique, parce qu'on a pu photographier la couvaison, puis les petits tant qu'ils étaient tout petits. Ensuite la végétation est montée, on ne les voyait pratiquement plus, donc on est allé à un autre endroit où on a pu les observer sans les déranger toujours. Et on a pu prendre des photos, des films, des trois petits en train de grandir. Ce qui est curieux, c'est que quand ils étaient petits, ils avaient tout du héron pourpré. Et une fois adultes, il fallait un œil exercé pour distinguer du héron cendré normal, quoi. On les a suivis tant qu'ils étaient là, mais à partir du moment où ils se sont envolés, comme je le disais, faut les voir côte à côte et savoir que c'est un hybride pour faire la différence, quoi. Donc l'année suivante, on a regardé, voir, c'est jamais, mais si ça se trouve, ils étaient dans le tas et on les a pas repérés, quoi. Les caractéristiques des hybrides, apparemment, les caractéristiques morphologiques sont pas systématique. C'est-à-dire ça peut, je pense, varier beaucoup d'un individu à l'autre. Mais par contre, j'avais téléphoné à un expert en ardéidés au Muséum national d'histoire naturelle. C'est la personne qui recense un peu tous les hérons de France. Il m'a dit qu'ils avaient quand même très peu de chances de survivre parce que les deux espèces sont écologiquement complètement différentes. Il y en a une qui évolue dans un milieu de roseaux, de marais, etc., qui est équipée avec des techniques de chasse qui sont adaptées à ce milieu, alors que le héron cendré, lui, il est plus polyvalent, il va aller dans les champs pour attraper quelquefois des petits mammifères ou dans les bords d'eau, attraper des grenouilles, etc. Donc les techniques de chasse étant différentes, si les hybrides ont les caractéristiques physiques qui vont avec l'instinct de chasse qui va avec, ils vont survivre, mais sinon, ils vont aller essayer de chasser d'une certaine façon dans un milieu qui n'est pas le bon et ils risquent tout simplement de mourir de faim, quoi. A priori, je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'on les a vus au mois de juillet, ils les ont vus, les premières tentatives de chasse, d'au moins un des petits. Donc on peut espérer qu'ils ont survécu. Maintenant, L'intérêt d'avoir conventionné et formalisé avec eux vraiment depuis plus de 10 ans des conventions fortes. Donc notre premier partenaire, c'est la Fédération départementale de pêche. C'est une véritable ingénierie avec derrière le CNRS, l'UFBAG, des associations fortes qui sont en appui sur des lois GEMAPI, sur l'agence de l'eau, etc. Donc c'est vraiment une expertise très forte sur le site. Ils ont la gestion du milieu halieutique, donc de l'eau, avec des suivis réguliers au niveau des populations, de l'évolution des populations, des températures, un suivi de la qualité physico-chimique de l'eau, ce qui nous permet aussi, nous, en termes de communes, d'être rassurés sur des éventuelles pollutions accidentelles, etc. Le suivi des cyanobactéries, des campagnes de communication en cas de soucis ponctuels. La fédération de pêche, elle a fait aussi son siège ici
physique depuis 2 ans, c'est le pôle départemental de la Fédération de pêche. Et depuis, là ça fera 10 ans, on a le pôle départemental de sensibilisation au milieu aquatique, piloté par Arnaud Pénin, qui est la responsable de l'animation. Et là, annuellement, c'est une moyenne entre 800 et 1200 enfants qui viennent ici en animation sur des campagnes de sensibilisation au milieu aquatique, en salle, donc dans leurs locaux qui jouxtent la Maison de la Nature, et aussi sur le terrain. Ils reçoivent aussi des instituts spécialisés, enfants en difficulté. Donc voilà, il y a une dimension aussi sociale qui se joue. Vraiment, voilà, le volet sensibilisation environnementale est déployé par la Fédération de pêche. Ils interviennent aussi sur la mare pédagogique qu'on avait mis en place il y a quelques années avec la commune, et ils ont accès aussi à l'observatoire sur le volet oiseaux. Donc aujourd'hui, ce sont eux vraiment les acteurs de la sensibilisation environnementale. Les écoles de rock et les centres de loisirs viennent chaque année sur les journées nature, voilà, au moins 1 à 2 fois. Donc tous les gamins depuis 10 ans sont passés par la case Lac-la-Martine et animation environnement. Ça, c'est pour notre premier pilier des partenariats scientifiques environnementaux. Le deuxième, c'est Arbres et Paysages d'Autan. Donc là, on a une convention avec eux qui date de 2009 aussi, et plus précisément avec Alexandra Désiré, qui est en relation avec les communes. Donc là, le rôle premier de cette association, c'est la promotion des arbres, des haies champêtres, donc des essences locales sur le territoire, des reconstitutions de corridors écologiques, de trames vertes et bleues. Et donc là, ils nous ont accompagnés pendant plus de 14-15 ans sur tout le territoire. Le lieu expérimental, ça a été initialement la réserve, avec entre 1000 et 1500 arbres. Derrière nous, on a un arboretum assez conséquent. On a planté des vergers anciens, des variétés anciennes aussi, à peu près une 50aine. Et puis tout un tas de haies et de corridors qui rejoignent un petit peu les zones qui étaient un peu délaissées ou en friche pendant quelques temps. Donc ces 2 associations nous accompagnent dans la gestion du site, dans ce qui est le mieux ou le plus intelligent à faire en conciliant les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Avec une première partie, je le rappelle, quand on arrive sur le site qui est plus socioludique, avec une aire de jeu, etc. Et plus on s'enfonce au niveau de la partie ouverte au public, plus les zones se referment. Et là, effectivement, plus il y a de la place à la faune d'une manière générale.